pense que la très grande majorité des intervenants sont encore là, à l'exception d'Arnaud Jacquier qui a dû nous quitter. Je vais leur demander de bien vouloir allumer peut-être leur caméra et Jean-François, nous pouvons peut-être répondre à quelques questions qui ont été posées tout au long de cette matinée. Exactement. J'avais noté quelques questions qui étaient peut-être un peu générales, qui pouvaient intéresser en tout cas plusieurs niveaux de réponse. Notamment une question, existe-t-il des recherches visant à comprendre pourquoi des CMT du même type présentent des phénotypes différents? Cela pourrait ouvrir la voie à des études cherchant à retarder l'apparition de la maladie. Est-ce que quelqu'un aurait des Oui, éléments de réponse? apporte une réponse. N'oubliez pas d'allumer vos micros. Il y en a certains qui sont éteints. Bon, moi, j'ai pas de Oui. réponse, en fait. Valérie Delague, on n'a pas la réponse, mais tout le monde aimerait bien comprendre depuis bien longtemps. Il y a des pistes, des hypothèses, en fait, mais sur ce qu'on appelle le fardeau génétique, c'est-à-dire qu'il y a une mutation dans un gène et puis tout autour de ça, on a des variations possibles dans des gènes qui codent des protéines importantes pour le système nerveux périphérique qui vont moduler l'expression l'expressivité, c'est-à-dire la façon dont ça va se manifester au niveau clinique. Mais ça reste des hypothèses, il y a des études un peu sur séquencer des génomes, il y a aussi l'épigénétique. Bon, bref, il y a beaucoup d'hypothèses et pas beaucoup de réponses dans ce domaine-là. Alors, je rebondis. Les avancées, donc savoir et comprendre les avancées CMT viennent d'être publiées là. On a travaillé là-dessus avec l'AFM. L'AFM donc fait ce savoir et comprendre chaque année. Il vient d'être sorti et il y a un article justement autour des gènes modulateurs. Donc, je vous invite, on va vous mettre le lien vers le PDF. Donc, qui fait vraiment un overview aussi de la recherche à l'international. Merci beaucoup. Jean-François, une autre question peut-être? Alors, il y avait une question qui avait été posée pendant l'intervention de Frank Sturz, Oui, il y en avait pas mal. qui posait la question, et je pense que la question peut s'appliquer également aux autres présentations, savoir si ces traitements ça concerneraient les enfants et ou les adultes en première intention, et bien sûr après en élargissant le spectre. Ok. Oui, je pense que on pourrait avoir une stratégie un petit peu comme Kaftrio pour la mucoviscidose, c'est-à-dire qu'on fait les essais sur les adultes en premier, et puis ensuite, si on voit que ça marche et que c'est sans risque, d'étendre très rapidement vers le bas et vers les premiers âges le médicament s'il est efficace et sans risque. Kaftrio pour la mucoviscidose, ça a été tout à fait ça. On a eu un assemblage de 3 molécules qui ont vraiment changé la phase des choses en mucoviscidose. Donc je pense que ça pourrait être une voie stratégique comme ça. Mais après, il y a peut-être d'autres gens qui pensent différemment. D'un point de vue réglementaire, Pierre Millot qui parle, on est obligé de commencer par traiter l'adulte. C'est minimum, je crois que c'est 16 ans ou 18 ans à vérifier, mais on ne peut pas aller directement chez l'enfant, sauf cas de pathologie extrêmement lourde et pour lesquelles le pronostic vital est engagé. Mais les agences réglementaires obligent les sociétés à avoir un plan pédiatrique. Donc, tout à fait. Tout à fait. Merci pour ces réponses combinées. Alex. Oui, ouais, j'aurais une question aussi qui a été posée par monsieur ou madame Morin, qui pose la question pour qui est en errance de diagnostic depuis 7 ans maintenant, et demande cette personne demande vers qui se tourner. Le conseil que je pourrais donner, c'est d'aller dans un centre de référence ou de compétences le plus proche de chez elle, parce qu'effectivement, on découvre des nouveaux gènes, on repasse, donc il faut être suivi. C'est vrai que c'est frustrant quand on est en errance de diagnostic, on a l'impression que ça ne sert à rien. Mais effectivement, il faut continuer à être suivi dans les centres de référence. Ça alimente des bases de données. Comme on l'a vu tout à l'heure, des nouveaux gènes sont découverts. On peut venir rechercher si vous n'êtes pas dans ce nouveau gène découvert, ce nouveau variant. Donc voilà le conseil que je peux vous donner aujourd'hui pour tous ceux qui sont en errance diagnostique. Un des moyens de lutter contre, c'est d'être suivi dans son centre de référence ou de compétences.
Oui, je sais pas si vous m'entendez, c'est Oui, Anne-Sophie Oui, oui. très bien. Oui, pour préciser aux patients, en fait, les stratégies de diagnostic, elles évoluent. Avant, c'était en sangueur, donc on testait un gène à la fois. Donc, forcément, tous les gènes CMT n'étaient jamais testés. Après, il y a eu les panels, mais ben, les panels, c'est pareil. Par exemple, si la personne est mutée sur SORD, vu que c'est un gène qui a été découvert il n'y a pas longtemps, si le panel a été fait il y a 3-4 ans et qu'il n'y avait pas le gène SORD dessus, forcément, on n'a pas pu le trouver. Donc, en fait, il faut pas hésiter à continuer. Et puis maintenant, on discute des différents cas quand ils sont déjà passés en panel pour les passer en génome, hein, sur les plateformes de séquençage au niveau national. Donc voilà, donc ça évolue systématiquement. Donc il faut pas arrêter. Ok. Mais En un oui, mot. en un mot, c'est malheureusement si c'est un seul cas dans une famille, c'est pas facile parce que avec les techniques que vient d'évoquer Anne-Sophie, on a énormément de variants et il y a plein de variants dont on ne connaît pas la pathogénicité. Et s'il n'y a pas une ségrégation familiale qui permet de dire ce variant est pathogène, on ne pourra pas conclure. Et malheureusement, quand on rend les études avec Anne-Sophie, il y a beaucoup de variants qu'on classe en classe 3 parce que on ne sait pas. Donc, ce n'est pas facile si c'est juste un enfant dans une famille ou une personne dans une famille, c'est plus compliqué. Les fameux cas de novo, hein, pour ceux qui auraient entendu ça, mutation spontanée. Donc, il y en a effectivement. Ok. Ouais. Une petite Il reste question. 5 Alors, je ne minutes. sais pas si quelqu'un aura des éléments de réponse, sinon on essaiera de répondre à part. On n'a pas parlé des CMT-X. Est-ce que quelqu'un a des éléments pour savoir, pour donner des informations sur des recherches ou des développements thérapeutiques en cours sur les CMT-X? Nathalie, non, chez Cléopas, ils font de la C'est ce thérapie que génique, ouais, non? voilà. Très bien. Oui, c'est ce que je pensais essentiellement. Oui, c'est le groupe de Mm. Cléopas qui a aussi une thérapie génique assez ciblée par injection intratécale, oui, du coup. Mais ça, je peux pas dire, je crois pas qu'ils soient. Non, ils vont pas encore vers l'essai clinique, ils sont Non, encore je en crois pas, clinique. mais ouais. Non, Ouais. pas Il y a encore. Pas encore. Alors, Mm. en échange avec Cléopas, effectivement, aussi, on a, voilà, la recherche, elle est pas que nationale, elle est internationale. On a d'ailleurs failli être intégré avec Nathalie et Bernard et l'équipe de Cléopas et d'autres chercheurs sur un projet Erasmus, un projet, pardon, Marie Curie à l'Europe. Et CMT France devait être dedans. Bon, c'est pas pour cette année, on espère pour l'année prochaine. Et effectivement, ils avancent bien sur CMTX. Et ils travaillent avec Lyon d'ailleurs, avec le labo de Lyon, mais qui vient en soutien. Donc voilà, la recherche internationale. Et monsieur CMT X, c'est Cléopas, clairement. Merci. Merci. Une question, alors ça rejoint un point qui a été évoqué déjà notamment par les créateurs de biotech qui sont ici. Le financement des travaux de recherche en France est-il vraiment un point bloquant pour accélérer ces études? La réponse est oui, on Oui, le sait. Voilà. oui, Je, oui. je ferai une petite précision. Je dirais que dans les étapes préliminaires, je trouve qu'en France, on est relativement bien accompagné au stade d'amorçage pour aller jusqu'à faire de la préclinique. C'est-à-dire qu'on peut trouver des financements, les associations de patients jouent leur rôle, les autorités aussi, BPI joue son rôle. Malheureusement, quand il faut passer à l'étape d'après, c'est-à-dire le financement des essais cliniques, là, on voit par exemple la différence des États-Unis. Quand on va lever 4 millions, aux États-Unis, ils en ont 40. Donc, on n'est pas du tout, on joue pas du tout dans la même cour. Et l'autre problématique qu'on a aussi, c'est que si on veut avoir accès à des financements type financement européen, on est confronté à des régulations européennes qui nous obligent à avoir des fonds propres bien précis. C'est-à-dire que si on n'a pas une assise financière bien particulière, on ne rentre pas dans les critères européens et on n'est pas éligible au financement européen. Donc c'est pour ça que nous, en tant que société, par exemple, on est allé aux États-Unis voir des associations de patients qui, elles, ne demandent pas ces exigences européennes et on a pu avoir des financements
pour nos essais cliniques. Merci. Merci Pierre. Je vois une question, alors elle sera peut-être pas évidente à répondre. Juste avant, si tu HNPP permets. 22, oui. Juste avant, si tu permets, juste pour ce sujet de financement, bon, ce que tu dis, Pierre, est très juste. On n'est pas comme les États-Unis. C'est ce fameux trou dans la raquette dont je parlais tout à l'heure pour ces financements, je dirais, intermédiaires. Et là-dessus, on porte un plaidoyer. Vous savez, je suis également à l'Alliance Maladies Rares. Et on porte un plaidoyer donc, pour toutes les maladies, en fait, les maladies rares. Il y en a 7000, il n'y a pas que CMT. Et il y a des maladies méga rares, ultra rares, sur lesquelles il y a pas, il y a un gros problème de modèle économique. Et là-dessus, on est porteur de solutions et on a un gros plaidoyer pour trouver des portages. Et la FM aussi est très moteur là-dessus. Des portages notamment peut-être sur des partenariats publics-privés pour justement combler ce trou dans la raquette. On a besoin de trouver ces financements intermédiaires, sinon à chaque fois, on restera bloqué, comme on l'a dit. Au stade préclinique, c'est très difficile de passer, de faire les levées de fonds. Et ceux qui ont monté les startups et qui sont autour de la table aujourd'hui le savent très bien. Voilà, je voulais juste ajouter ce petit commentaire. Merci beaucoup, Merci, Jean-François. Oui, non, mais je pense que la question qui était posée par Christelle, Léna y a répondu dans le chat. Faut se rapprocher vraiment des centres de référence et des centres de compétences pour le cas qui vous concerne. HNPP, c'est rattaché à la famille des CNT. Des CMT, c'est une délétion de PMP. Donc, c'est pas HNPP 22, c'est HNPP parce que c'est une Oui. délétion de PMP 22. Mais effectivement, c'est le même centre de référence que pour Charcot-Marie-Tooth qui s'occupe aussi de cette pathologie-là. Tout à fait. Voilà, et je vois que les gens se répondent les uns les autres dans le chat. Donc, il y a une question posée et la réponse a suivi juste après. Donc, bravo pour l'interaction des uns et des autres. Je ne crois pas. Alors, il y a quelques questions qui n'ont pas été répondues, mais je pense qu'on y répondra, en tout cas, indépendamment de ce webinaire. Très bien. J'essaye de Exactement. remonter le fil, mais je n'en vois pas qu'il y aurait un intérêt général. Si, sur la fréquence des électromyogrammes pour suivre l'évolution oui, d'une exact. CMT, est-ce que les cliniciens ou les neurologues ont une réponse à cette question? Je dirais pas plus d'un examen par an. C'est vrai que pour l'instant, pour le diagnostic, on faisait un électromogramme à la base pour voir si les vitesses étaient basses. On disait c'est CMT1,1 et puis point à la ligne. Et maintenant, on se rend compte que probablement pour vérifier l'efficacité des médicaments à court ou moyen terme, on va avoir besoin d'un électromogramme numéro 2 et numéro 3. Donc, on va solliciter un peu plus les patients sur cet examen qui est peut-être un peu barbare électriquement. Mais on va en avoir besoin pour démontrer justement un point d'efficacité neurophysiologique sur le fait que la gaine de myéline refonctionne à nouveau. Voilà, on va embêter un peu les patients, mais c'est pour leur bien finalement. Merci pour cette réponse. Alexandre, je ne sais pas si on arrive au mot de la fin. Messieurs. Oui, un petit mot de fin. Bon, déjà, vous remercier encore une fois à toutes et à tous. Bon, les participants étaient nombreux. Merci infiniment à vous, intervenants aujourd'hui, présentateurs et surtout acteurs de la recherche contre les CMT. On avance. Alors, j'ai vu un commentaire sur Farnex, je rebondis juste là-dessus. Effectivement, Farnex devait présenter les résultats de la Chine, mais ils n'ont pas obtenu les autorisations encore pour le faire. Vous savez, la société est cotée en bourse, donc ça complexifie, je dirais, le mode de communication. Au-delà de ça, et de l'attente très forte qui a été suscitée par l'essai clinique, les 2 essais cliniques, je dirais même, de Farnext. Ce qui était intéressant de voir aussi avec tous les gens autour de la table, c'est qu'il y a d'autres approches, d'autres perspectives assez matures, et vous l'avez vu, très encourageantes, qui sont bien avancées. Et la France est clairement dans le game, si je puis dire, dans le jeu. On le voit aujourd'hui avec des chercheurs excellents, internationaux. Hein. La recherche ne s'arrête pas là. Elle rayonne à l'international. Donc bravo pour tout ce travail et c'est très encourageant et porteur d'espoir pour les années qui viennent où nous espérons enfin qu'il y ait des traitements pour des CMT, des traitements spécifiques et des traitements, on l'a vu aussi potentiellement bénéfiques pour plusieurs CMT. Merci infiniment.
Merci à vous. Jean-François, un petit mot peut-être aussi. On voit aussi Non, un Alexandre, de Alexandre a tout remerciements. dit. Alexandre a tout dit. Voilà, il y a d'énormes perspectives. Il y a encore du travail. C'est pas pour autant qu'il faut oublier de repartir de la base pour explorer d'autres pistes, pour faire naître d'autres développements thérapeutiques. Mais voilà, on voit que c'est très actif, en tout cas dans le réseau français. Donc bravo pour vos travaux et bon courage dans vos développements. Et puis, on recommencera peut-être pour Oui. voilà, faire des points d'étape et d'actualité. Exactement. Je pense que c'est quelque chose qu'on reproduira sous différentes formes, différentes Voilà. approches. Merci infiniment et à très bientôt. Merci à tous. Merci à vous. Merci, au Au revoir à Bonne tous. journée à tous. Merci. Au revoir.